reprise de... Maghreb, Orient, Express, Maghreb Orient Express, Ahla Bikom, bienvenue en Tunisie. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous pour ce numéro inédit au cœur d'une toute jeune démocratie. Près de 4 ans après le départ de Ben Ali et alors que se profile le second tour de la présidentielle, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont joué un rôle de premier plan tout au long de la transition démocratique. Ils sont issus de la société civile ou du monde artistique. Tous font bouger les lignes et incarnent la diversité de cette nouvelle Tunisie. C'est un instantané de la Tunisie qu'UMO vous propose. 52 minutes en immersion avec les reportages de nos envoyés spéciaux, Rémi Vincent et Richard Montrobert. Nous vous emmènerons également au cœur des journées cinématographiques de Carthage. Mais avant, rencontre avec un acteur, réalisateur, mais aussi directeur de casting. Nasreddine Ben Mahati est en plein tournage du feuilleton français Plus belle la vie. Plus belle la vie du Vieux-Port de Marseille à la Goulette en Tunisie. Tu savais qu'il était vivant. Toutes ces années, tu m'as menti. C'est ton père qui m'avait juré de ne rien dire. Allez. Ah, oui. Directeur de casting et assistant réalisateur. Nasreddine, on vous connaît davantage dans Maghreb Orient Express comme réalisateur, moins comme directeur de casting. Comment se passe cette expérience avec des confrères françaises sur le tournage de Plus belle la vie ? Mon expérience en tant que directeur de casting a commencé il y a presque 2 ans en fait, sur le film Printemps tunisien de Rajer Ameri. En fait, j'ai fait le casting avec une autre en fait, assistante. Et puis j'ai fait quelques spots et dernièrement ils m'ont appelé en fait, la boîte française pour faire le casting des comédiens tunisiens. Vu qu'il y a 13 rôles pour les Tunisiens dans ces 2 épisodes de prime time de Plus belle la vie. Jusqu'à maintenant, tout le monde est content des comédiens tunisiens. Vous aviez beaucoup fait parler, dans le bon sens du terme, avec un film très remarqué, Oulad Amar, sur la génération des Enchantés, sur les origines. Vous remontiez les origines de la cyberdissidence, si l'on peut dire. Et aujourd'hui, les projets, quels sont-ils ? Maintenant, je travaille sur un autre documentaire, c'est mon 2e documentaire. Il y a un titre 12 chansons, c'est 12 songs. Il parle de les 12 chansons qui ont marqué l'histoire de la résistance de la gauche tunisienne, en fait, à travers des groupes de musique qui ont joué depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Si je vous dis Plus belle la Tunisie, c'est le cas ? Oui. Ouais, on peut le dire. C'est hésitant, c'est plus compliqué que ça. Ouais, parce que, en fait, quand on voit le résultat des des élections, c'est vrai que, bon, il n'y avait pas la moitié de peuple qui ont voté, mais ça va, quand moi je trouve dans un pays arabe, entre guillemets, l'extrême gauche, c'est-à-dire le Front populaire, il est en 3e position au présidentiel. On ne pourra qu'être fier et être heureux, parce que l'extrême gauche dans un pays arabe musulman, elle est en 3e position, ça va. C'est ça ce qui, moi, me rassure, parce que j'ai confiance en ces gens, parce qu'ils sont de vrais militants. Alors on a le sentiment, Nasreddine, que la société civile, les artistes ont porté cette transition démocratique, qu'ils ont tiré vers le haut la classe politique, une classe politique parfois novice, et c'est normal. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, sans ces femmes, sans ces hommes, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce point aujourd'hui ? En fait, les femmes tunisiennes, les artistes, sans la société civile, nous n'arrivons jamais à ce stade-là, en fait, bien avancé par rapport aux autres pays arabes, bien sûr. On est en cours dans un processus révolutionnaire. Le chemin est encore lent, mais ça va. C'est vraiment
la seule chose qui était très très positive pour moi dans mon pays, c'est le fait que la société civile, très active, tu la trouves dans les rues, du nord au sud, partout. Les artistes, ils ont occupé les espaces publics, les rues aussi. Il y avait beaucoup de street art, des spectacles et tout. Et même beaucoup de sensibilisation, même sur les réseaux sociaux. Du coup, ça a vraiment aidé pour éclairer. Et il y a aussi une nouvelle génération de journalistes qui émerge à Nasreddine Ben Mahdi. Vous le savez, vous connaissez par exemple, je le sais, Inkifada et son équipe. Inkifada, c'est un nouveau venu dans le paysage médiatique tunisien. Nos reporters sont allés justement à la rencontre de ce nouveau média et de l'équipe qui la compose. Et on va le voir, c'est un site internet d'information qui fait de l'info différemment. « 8 h du matin en ce jour historique. Les Tunisiens se pressent pour choisir librement leur président. C'est la première fois que chaque voix glissée dans l'urne va compter jusqu'au plus haut sommet de l'État. Alors les bureaux de vote deviennent des plateaux de télévision improvisés. Tous les médias sont là pour immortaliser cette nouvelle ère. Mais pas Sana. Cette reporter du journal web Inkifada préfère les pas de côté dans les rues. Ce jour-là, tout ce qui se passe en coulisses est dans son objectif. Ils nous ont laissé les clans des bandits. Ils sont partis, mais les clans sont restés. Les dates sont à 1 dinar à Tozeur et se vendent 10 dinars à Tunis. Tunisiens, réveillez-vous! Cette colère qui gronde ici rue de Marseille, à Tunis, attire la police. Bon, je te parle à toi. Et je te dis, monte dans le fourgon. Sous les yeux de Sana et de son appareil photo, un homme est arrêté, sans mobile apparent. Quelques clichés pris sur le vif et à effet immédiat, l'homme est libéré. Enis, relâchez-le. Badjou pas, allez hop, terminé. Les petits groupes sont vite dispersés par la police. J'attends juste que les policiers en civil s'en aillent. Pour Sana, cette scène témoigne d'une fébrilité policière en ce jour de scrutin. Le mec a compris que la situation était en train d'être filmée et qu'ils étaient un peu en train d'embarquer un citoyen sans raison. Et du coup, il a changé d'avis en leur disant « libérez-le parce qu'on est en train d'être filmé ». Donc là, on voit tout de suite l'impact de notre travail. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais ça veut dire qu'il y a ce pas-là qui est fait où les journalistes arrivent à être un peu des observateurs des débordements. Dans sa série de petits pas de côté, la journaliste d'Inkifada va aussi s'intéresser aux déçus de la Révolution, ceux qui, 3 ans après, voient toujours leur porte-monnaie aussi vide. On parle beaucoup de l'inflation, de l'augmentation des prix, des salaires qui restent fixes. Et il ne faut pas oublier que la question de l'économie était une question centrale lors de la Révolution. Donc on essaye de traiter cette question de manière très pratique et très factuelle en regardant les revenus et les dépenses des gens. C'est la rubrique Stouchi, le porte-monnaie, une rubrique phare d'Inkifada. Elle offre un autre regard sur cette campagne présidentielle. Sana a rendez-vous avec un jeune homme, il a 24 ans et n'arrive pas à joindre les deux bouts. Nous, le principe, tu sais, c'est qu'on fait les comptes sur 1 an, plus ou moins, puis on divise par mois, parce que c'est jamais la... Cet homme préfère rester anonyme. Ses dépenses, ses revenus sont passés au crible de la calculette de Sana. Donc là, tu es à découvert, et encore, on n'est pas allé au bout de toutes les dépenses pour le moment, mais ça, juste pour une overview, on voit que là, tu ne joins pas les deux bouts. Aujourd'hui, c'est les élections. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu attends? Moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose sur le plan économique des élections présidentielles. Sans surprise, ce jeune homme se sent peu concerné par l'enjeu. Son porte-monnaie figurera dans ce spécial élection d'Inkifada. Au siège de la rédaction, on prépare déjà la mise en page. Les reportages doivent être mis en ligne dans la soirée. Le gros a été presque réalisé. Là, on va tout d'abord traiter les images avec les différents sizes, comme à chaque fois, les sizes desktop, les sizes tablette et les sizes mobiles. Après, il suffit juste de les intégrer comme le souhaite le journaliste. Les dossiers sont déclinés sur tous les supports mobiles. Inkifada, un nom mélangeant arabe et anglais, il signifie l'encre qui déborde. À 20 h, à l'heure des résultats,
Le plumier numérique n'attend plus que la couleur des photos qui inonderont les pages pour éclairer les visages de la Tunisie. C'est un 1, donc ça, je te dis, ça c'est la famille, genre 3 générations. Tu as les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, et tu as même l'arrière-grand-mère qui est là. La démocratie de génération en génération, c'est peut-être la voie que veut tracer l'équipe d'Intifada au 3e étage de cet immeuble, choisi comme une ligne éditoriale, avenue de la Liberté à Tunis. C'est l'un des stylistes les plus courus du moment en Tunisie. J'ai voulu savoir quelles étaient les sources d'inspiration de Salah Barka. C'est parti. Bonjour Salah. Bonjour. C'est donc là votre jardin secret? Oui. C'est là où ça se passe? C'est là où ça se passe, ouais. Ça va? Merci de m'accueillir, très bien. Ben, merci à toi. Alors cette nouvelle collection? Earth. Earth? Ouais. Pourquoi ce nom? Beaucoup de choses à exprimer. C'est la Terre, quoi. Elle souffre. Et l'état d'esprit de cette nouvelle collection, quel est-il? Ah, bah c'est coloré, c'est très enthousiaste, voilà. La mode, comment vous la définiriez, Salahou? La mode, bah, je dirais le style, pas la mode. Parce que la mode, c'est grand, c'est vaste, c'est éphémère. Voilà, mais le style, ça accroche plus et c'est plus personnalisé, en fait. Et pour quel homme est-ce que vous créez, vous, Salah Barka? Ah, pour l'homme qui s'assume, pour l'homme courageux, pour l'homme qui a du caractère. Voilà, parce que c'est pas facile, l'homme Salah Barka, il est très imprimé, coloré aussi. Il faut du caractère pour porter ça. Et pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile dans la société tunisienne, dans cette nouvelle Tunisie, c'est encore difficile? Exact, ouais, parce que il y a des choses qu'on n'arrive pas... En fait, il y a le regard de l'autre qui compte encore, en fait, qui gêne, qui... Voilà. Donc, si on a 10 qui s'habillent la même chose, c'est bon. Il y en a un, il y a une hésitation, en fait. On a beaucoup parlé de révolution, au sens politique du terme. Les évolutions, elles se jouent là aussi, dans la société. C'est clair, ça va de soi, en fait. Là, on est vraiment en pleine période d'élection, beaucoup d'hésitation, une transition aussi. Et je crois que ça joue aussi. Ça a un grand rapport sur la société. La politique, c'est normal, hein. Et voilà, sur l'artiste, sur le citoyen, sur tout le monde, en fait. Alors, je crois savoir aussi que vous créez avec des tissus bio, c'est ça? Exactement. Je fais de la récup, j'essaie de lancer une mode éthique. Voilà, parce qu'on a pas mal d'artisans, on a pas mal de domaines qui sont en train de disparaître. Et j'essaie, avec un groupe d'amis, de jeunes créateurs aussi, de faire revivre ces domaines. 12 collections déjà en 10 ans, depuis 2004, ça fait déjà une belle carrière. Alors là, on entre dans le vif du sujet, on est en mois de décembre, hein, c'est la nouvelle création. Exactement. Le programme, c'est quoi aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, là je suis déjà passé à la collection d'été, mais on a fini la collection d'hiver. Il y aura un shooting tout à l'heure, et voilà, donc les mannequins, ils sont en préparation et tout ça. Le shooting, c'est quoi le but, Salah Barka? Le but, c'est la communication, ouais, c'est la communication. Et puis, il y a des journaux qui m'ont demandé, locaux en fait, qui m'ont demandé quelques photos pour que ça travaille pendant la saison, en fait. Bon, j'ai hâte de voir ce shooting, alors vous me montrez? Bah oui, avec grand plaisir. اسمعني ديما حط خلي الكول تاعك ديجاجي خلي فوالا وبوزي شي يهمك يعني سايب روحك ديما بوزي بالكدا فهمت دور وجهك 3 كار فوالا تري بيان
Tinia maintenant, regarde, voilà. Attention! Alors là, j'ai rendez-vous à Bizerte, c'est dans le nord de la Tunisie. J'ai rendez-vous avec une professeure de français, elle s'appelle Hajar Lahmar. Le français, c'est la première langue étrangère enseignée ici en Tunisie. Le dessin, il va nous aider à lire ce que l'on voit ici. Que fait donc le policier? Regardez sa posture, comme tout à l'heure. L'expression du policier, son visage, Rania. C'est un moyen d'exprimer ses idées. Oui. La télé sur le bio. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Allez-y. Alors le deuxième tour de la présidentielle tunisienne était au cœur de cette leçon. Qu'est-ce que selon vous cela peut apporter en termes pédagogiques? Pourquoi se saisir de l'actualité avec vos élèves? En fait, c'est pour montrer aux élèves que le français n'est pas seulement en classe et qu'en sortant de l'école, ce n'est pas une matière qu'on va laisser derrière au lycée. Non, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qui nous permet d'appréhender notre quotidien. Et une langue, avant tout, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est quelque chose qui vit, donc c'est pas figé. Et voilà, on vit avec au quotidien, on le pratique, etc. Alors, le français, vous l'enseignez depuis maintenant 6 ans, ici à Bizerte, dans le nord de la Tunisie. Oui. On entend parfois, c'est valable pour d'autres pays que la Tunisie, que cette langue serait en perte de vitesse, notamment par rapport à l'anglais. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Je n'ai jamais appréhendé le rapport entre les langues comme étant un rapport de concurrence. C'est-à-dire que j'essaie d'attirer l'attention de mes élèves sur le fait que l'ouverture est quelque chose de très bien, que ce soit par le français, par l'anglais ou par autre langue, ou même à travers leur langue maternelle. L'intérêt pour moi, c'est qu'ils apprennent la langue, c'est qu'ils partagent ma passion pour la langue, et après, leur maîtrise du français ne pourra pas les empêcher d'avoir un bon niveau en anglais ou dans d'autres langues. C'est de ce point de vue-là que j'appréhende les choses avec eux. La révolution, c'était il y a près de 4 ans, le départ de Ben Ali. Quand on est enseignant, on imagine qu'il y a eu des périodes un peu plus tendues, qu'il y a eu aussi peut-être des échanges entre étudiants, selon les aspirations politiques de chacun, selon ses croyances aussi. Est-ce que vous sentez qu'on est dans une période plus apaisée, plus sereine en tous les cas pour le débat? Pour moi, l'effervescence n'est pas finie et qu'il y a encore du chemin à faire. Ce qui nous intéresse, puisqu'on a beaucoup parlé de liberté aujourd'hui, c'est que cette soif pour la liberté soit exploitée en classe. Ce qui nous intéresse, c'est de former des jeunes, des citoyens ayant l'esprit libre, ayant l'esprit critique. Et donc, c'est pour cela que c'est important pour moi d'en parler et surtout d'évoquer que avec ce qu'on est en train de vivre au quotidien, donc le français est là pour nous permettre d'avoir un regard sur notre actualité. Alors, une de vos élèves a adressé au cours de cette leçon un message, si l'on peut dire, aux 2 candidats, aux 2 finalistes à la présidentielle, Beji Caïd Essebsi et Monsef Marzouki, en leur disant attention à ne pas diviser le peuple tunisien. Absolument. Peut-être que si, effectivement, les projets étaient destinés à unir le peuple tunisien autour d'un socle commun, on aurait moins de candidats, vous le savez, qui partent combattre en Libye, par exemple, mais c'est le cas aussi en Irak, on le sait, et en Syrie. Nos reporters se sont justement intéressés au sujet, au phénomène. Ils ont tourné dans la région de Ouest-Latia. C'est dans le gouvernorat de Kérouan. Il nous rapporte également des images exclusives près du Mont Chambi où l'armée tunisienne combat depuis plusieurs mois maintenant les groupes armés. C'est une énième patrouille au pied des monts Chambi, Semama et Seloum, la zone triangle la plus redoutée par les militaires tunisiens. Une zone infiltrée par plusieurs katibas djihadistes à quelques kilomètres de Kasserine, la grande ville de l'ouest de la Tunisie. Opération de contrôle, une information indique la présence d'une maison suspecte. Cette maison, la voici, vit encerclée, 3 corps d'élite dans une même opération. Armée, garde nationale et brigade antiterroriste. C'est le nouveau mode d'action décidé il y a quelques mois contre les groupes djihadistes. Le mois dernier, 5 militaires ont été tués dans une embuscade plus au nord. Alors l'état-major est tenu informé, minute par minute.
On se déplace vers Semama pour faire une exploration à Djebel Arrat. La maison est investie, passée au peigne fin. Dans cette région, plus haut vers les sommets, des camps d'entraînement djihadistes ont déjà été découverts. Ce jour-là, RAS. Oui, ces maisons présentent des véritables pièges et des véritables objectifs parce que nous avons reçu auparavant des informations de l'existence des terroristes dans ces maisons aux alentours des monts tels que Shaambi, Osamem, Osalou. Les militaires laisseront des traces d'explosifs, comme pour marquer leur passage. Chaque opération est prétexte à un exercice pour les démineurs. L'onde de choc de l'islamisme radical frappe la Tunisie. Formés parfois dans le pays, 3000 Tunisiens combattraient actuellement en Syrie, notamment dans les rangs du groupe Daesh. Près de 2000 sont estimés en Libye. Recrutés du nord au sud, la majorité diplômée. Ouest-Latia, une petite commune au sud de la ville sainte de Kairouan, voit ces jeunes partir au djihad. Tous auparavant ont fréquenté la mosquée Al-Hidaya, la bonne voie en arabe. Comme le frère de Souheil. C'est bien le chemin qu'a pris mon frère Bilal. C'est bien le chemin dans lequel il a été enrôlé. Cette mosquée a été prise de force par les salafistes extrémistes. Il était toujours à la mosquée. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Ils lui ont dit que ce chemin allait le conduire au paradis. Bilal a quitté la maison familiale cet été du jour au lendemain, juste après avoir décroché son diplôme de management. Il est mort en kamikaze début novembre en Libye. Il avait 23 ans. C'est tout ce qui reste de Bilal. Un article dans le journal et son diplôme. Dans la presse, on dit 5 terroristes se sont fait exploser. Mais rien sur ceux qui les recrutent. Il qualifie ces jeunes de terroristes, alors qu'ils ne sont que 5 victimes. Voilà Bilal. On ne s'est pas rendu compte qu'il allait partir. On se disait juste qu'il était souvent en prière à la mosquée. Mais tous ces gens leur lavent le cerveau. Je n'ai compris que le jour où il est parti. Depuis, sur cette maison de la famille Kahabi, située à quelques centaines de mètres de la mosquée Al-Hidaya, le voile noir est tombé. Dans la maison voisine, chez les Abdaoui, il s'est abattu il y a 3 jours. À croire qu'il rentre dans toutes les maisons de Ouest-Latia, avec les mêmes raisons. Naja vient de perdre son frère Walid, tué à Benghazi. Passé de l'insouciance adolescente au radicalisme combattant. Il voulait rejoindre son frère jumeau, déjà parti au djihad. C'est mon moitié, il faut toujours être avec lui. Dans le même pays. On doit rester ensemble et peut-être je peux le convaincre et on revient ensemble. Les 2 frères ont aussi été séduits par la grande mosquée de Ouest-Latia. Alors nous avons frappé à la porte du ministère des Affaires religieuses à Tunis pour savoir si cette mosquée Al-Hidaya était placée sous surveillance. Apparemment, selon monsieur le ministre, le problème est résolu. Eh bien, nous avons repris le contrôle de cette mosquée depuis le 26 septembre dernier. Nous avons changé seulement l'imam du vendredi pour le prêche, car les autres cadres ne posent pas de problème. Retour à Ouest-Latia, avant la dernière prière du soir. Nous avons donc voulu parler à l'imam. Les fidèles nous ont fermé les portes. Non, c'est une guerre féroce contre l'islam. C'est une guerre mondiale. Finalement, c'est après l'office que l'imam nous a accordé quelques minutes hors du champ de la caméra et à l'extérieur de la mosquée, bien encadré.
C'est de la religion. De quoi ils se mêlent? Ça vous inquiète qu'il y ait des jeunes qui partent en Libye ou en Syrie? C'est un devoir religieux important. Mais moi, je n'appelle pas à faire le djihad. Je ne leur dis pas d'aller en Syrie. Cette réponse de l'imam est aussi celle donnée aux autorités. La mosquée Al-Hidayah peut continuer de prêcher la bonne voie. C'est le rendez-vous incontournable de cette fin d'année en Tunisie, les journées cinématographiques de Carthage, événements culturels, rendez-vous populaires aussi, avec notamment de la musique et ce concert que vous entendez qui attire ce soir beaucoup de jeunes dans la capitale tunisienne. Les JCC, 25e édition, président du jury cette année, une véritable star, l'acteur américain Danny Glover. Et parmi les membres du jury, il y a le réalisateur algérien Nadir Moknesh, réalisateur de Délices Paloma ou encore de Goodbye Morocco. Il assiste en ce moment même à la projection du film irakien Before Snowfall de Hicham Zaman. Je vais de ce pas le rejoindre pour voir ce qu'il a pensé de ce film dont il devra se prononcer par la suite. Bonsoir Nadir, ça va? Le film s'est bien passé? Super. Bon, on va faire une interview un peu plus loin. Alors ce film, comment ça s'est passé, Nadir Moknesh? Bien. Ouais. Le thème, c'était quoi? Alors le thème, il y a plusieurs thèmes. Hein. Il y a l'immigration. Ouais. Mais au fait, le sujet le plus important dans le film, c'est que il veut retrouver sa sœur. Voilà, sa sœur a fauté parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui ne devrait pas être son mari. Et puis elle a fauté et ça se passe en fait, c'est un Kurde irakien, je crois, hein, qui retrouve c'est sa sœur. un Kurde irakien, ouais. Voilà. Il part du Kurdistan irakien, il arrive en Norvège, voilà, pour retrouver sa sœur. Et donc il y a tout un périple à travers l'Irak, la Turquie, ouais. La Grèce, plus l'Allemagne et après la Norvège. Il y a une vraie effervescence en Méditerranée aujourd'hui, Tunisie, d'autres pays depuis ce qu'on a appelé les printemps arabes. Selon vous, Nadir Moknesh, le rôle d'un cinéaste aujourd'hui, si vous deviez le définir en quelques mots, ce qui n'est pas facile, je vous l'accorde, ça devrait être quoi? Susciter la curiosité Non, un cinéaste, c'est beaucoup de choses. D'abord, pour certains, ils parlent de leur pays, ils parlent de leur société, ils parlent d'eux-mêmes, de leur groupe. Des tabous. Ils cassent les tabous. Et puis pour moi, peut-être, ils parlent des individus, je pense, c'est le plus important. Parler des individualités. Et nos sociétés sont quand même... c'est pas des sociétés qui respectent l'individu. Ce sont des sociétés où on est dans le groupe. On a des mouvements de... Justement, vous parlez Nadir Moknesh. Grégaire. Grégaire, et vous parlez d'individus. Je sais que quand on vous demande si vous pouvez aujourd'hui retourner filmer en Algérie, faire des films dans votre pays, vous dites là n'est pas la question. Elle est où alors la question? Oui, je pense que je peux retourner. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi le film a été interdit. Je parle de Délices Paloma. Oui. Mais l'intérêt, quand on fait un film, par exemple, en Algérie, lorsqu'on tourne à Alger, l'intérêt, c'est aussi de le montrer sur place. C'est ça l'intérêt. C'est pas simplement de partir après, de le montrer à l'étranger. Ouais. C'est que le public algérien, les Algérois, enfin puissent voir le film et puissent se voir un petit peu, eux, parce qu'ils ne se voient pas donc, à travers les images. Donc, voilà. Mais en quoi c'est important? On a le sentiment que la Tunisie, même s'il y a aussi cette problématique des salles, de pouvoir aller voir des films pour un plus grand nombre, elle se pose en Tunisie, elle se pose au Maghreb en général, mais on a le sentiment d'un point de vue culturel et politique qu'en Tunisie ça bouge et que ce n'est pas forcément le cas en Algérie. Comment vous vivez-vous cette situation? L'Algérie, l'histoire donc des élections et des tentatives démocratiques, ça remonte à 89. Ouais. Donc voilà. Après, ce que j'aime bien en Tunisie, c'est qu'on est passé cette période, c'est-à-dire il y a eu les élections,
On a respecté le choix des Tunisiens, Ouais. donc des électeurs. Et puis maintenant, on passe à autre chose aussi. Donc voilà, attendons de voir. Alors il y a un mot qui est souvent entendu lorsque l'on parle de la Tunisie en ce moment, Nadir Moknech, c'est celui d'exemple, de modèle, voire de laboratoire pour la Méditerranée, pour toute une partie de la région, mais même au-delà. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Je ne vous cache pas que j'aurais préféré que ce soit l'Algérie. Bon, je rigole. Hein. Non, mais je pense que c'est vraiment un modèle, un laboratoire, parce qu'avec ce qui vient de se passer, les élections, la présidentielle, c'est un bon signe. Alors justement, vous évoquez les élections, tout ce processus de transition démocratique, vous le savez sans doute, Nadir Moknech, il n'aurait pas pu avoir lieu sans ce qu'on appelle la société civile. Et il y a des femmes, des hommes qui ont fait le choix de rentrer au pays. C'est le cas de l'homme que je vous propose de découvrir. Il s'appelle Lotfi Hamadi et il a choisi de rentrer au pays. Il vivait en France, notamment au Canada également. Il vient en aide à des enfants défavorisés via son association. Et le soir, ça va vous plaire, je le sais, il est directeur artistique d'un bar branché de la capitale tunisienne. Il éclaire comme un phare la plage de La Marsa pour montrer la nouvelle voie. Tout est dans le nom. The Factory, l'usine en anglais. C'est le nouvel endroit à la mode pour la jeunesse dorée de Tunis. Un restaurant boîte à outils pour ceux qui rêvent de reconstruire la Tunisie. Aux manettes, c'est Lotfi. Jamais une minute à perdre pour les temps modernes. Alors tout le monde doit suivre la cadence. Ce n'est pas fait, d'accord? Mais c'est-à-dire que ce n'est pas à moi... Excuse-moi, mais la salle n'est pas tout à fait pleine. Comment se fait-il que les paniers avec les couverts sur les tables ne soient pas tous remplis? Compris, c'est la dernière fois. Ok, c'est la dernière fois. Inch'Allah, d'accord. La rigueur du management, Lotfi l'a acquise hors de son pays natal, dans le monde de la nuit, de Paris à Montréal. 15 ans d'expérience dans cet univers à part, qu'on lui demande d'appliquer dans ce bar, aujourd'hui. Il faut être vigilant. On en parlait avec des amis dernièrement, il faut reconnaître une chose, c'est qu'on a beaucoup d'efforts à fournir au niveau du service en Tunisie. C'est la conséquence finalement d'un tourisme passé qui était assez modeste, on va dire. Et donc une clientèle qui n'avait pas un gros pouvoir d'achat ne pouvait pas finalement être exigeante et justement pousser le service à être tiré vers le haut, quoi. Alors il a quitté le froid québécois pour poser ses valises sur cette plage tunisienne et partager son savoir. Il y a 4 ans, la révolution a sonné pour lui comme un réveil. Un matin, je vais au Starbucks pour petit déjeuner. Et je lis les informations et je découvre que Ben Ali est parti. Et là, bizarrement, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je ne pouvais pas me contrôler. Je pleurais, je ne comprenais pas pourquoi. Et je suis resté, j'ai pris 2 jours de pause. Je voulais comprendre ma réaction et au final, c'était juste le sang qui avait parlé, quoi. J'ai voulu taire cet amour que j'avais pour la Tunisie depuis toujours et que je pensais avoir oublié. Et cet événement, finalement, a réveillé ce lien qui me rattache à ce qui reste ma terre natale, quoi. Une terre natale qu'il a bien l'intention de parcourir de long en large, sur des centaines de kilomètres. Ce fils de maçon et de femme de ménage a un projet fou, restaurer les 400 internats du pays. C'est à Maktar, là où il est né, que se trouve son projet pilote, à 2 heures de route de Tunis. Là, on arrive à l'internat pilote, celui sur lequel on bosse depuis presque 1 an, et qui est le début de ce long chantier des 400 internats de la République. Être à la tête de l'un des restaurants les plus branchés de Tunis lui permet de remplir son carnet d'adresses et le carnet de chèques pour recueillir les fonds en faveur des internats. Ce jour-là, il est accompagné d'Aïchi Nages, une femme d'affaires qui ouvre bien des portes en Tunisie. Il a fallu frapper à des portes, il a fallu tendre la main, il a fallu convaincre, retourner, reconvaincre, insister, harceler. C'est un travail d'équipe. Ensemble, ils viennent relever les compteurs des premiers travaux entrepris dans cet internat de Maktar.
comme la pose de ces panneaux photovoltaïques, un investissement de 100 000 dinars qui va permettre de chauffer tout le bâtiment. Ça, c'est le début. Hein. Il y a les autres bâtiments à équiper. On va pouvoir garantir 2 douches par semaine à chaque pensionnaire. On passe de 0 douche à 2 douches et c'est top. Un selfie sur le toit pour valider le nouvel horizon. Un selfie au sol pour rester terre à terre. Car si Lotfi est satisfait, la mécène doit l'être aussi. Enfin, ces panneaux posés. On est très contents parce que nos enfants vont pouvoir se laver normalement à l'eau chaude. Je sais que ça paraît tout à fait normal, mais ici, c'est un luxe. Les photos vont faire le tour de Facebook et Lotfi continue de faire le tour de l'internat. Visiblement, il y a tout à faire. À l'extérieur, la cour ressemble à une décharge. Lui rêve d'y créer un potager. À l'intérieur, les dortoirs ressemblent à une caserne. Lui rêve de chambre. 500 élèves doivent vivre nuit et jour dans ce collège-internat. Les travaux semblent colossaux, mais sur le papier, tout doit être prêt pour la rentrée. En septembre 2015, on aura démontré, nous, gens de la société civile, simples citoyens, qu'on peut apporter le minimum décent pour que des enfants puissent être hébergés normalement et suivre une scolarité normale. Ce projet est appelé Génération Liberté. Ce sera ensuite aux élèves d'écrire la suite dans ces murs. Tunis, c'est une ville sans amour. Elle est membre du jury des JCC dans la catégorie documentaire, mais ce soir c'est pour parler de son film que je vais rejoindre la réalisatrice Raja Amari. Son long métrage s'appelle Rabi, Tunis, printemps tunisien. Oui, on y va, on y va. Ouais. Ah bon? Ok. Je suis ravie d'avoir eu cette chance et aussi d'avoir pu expérimenter dans ce film beaucoup de choses dont je n'avais pas l'habitude, notamment quelques contraintes télévision peut-être, aussi parce que je les aime. Ça va ? Les spectateurs sont en salle, la séance affiche complet. Raja Amari, une fois à l'extérieur, qu'est-ce que vous aimeriez que disent les spectateurs de votre film? Pour moi, c'est vrai que c'est un moment très émotionnel, cette projection, surtout dans le cadre du Festival de Carthage. Et c'est vrai que tout réalisateur espère des compliments, évidemment, parce que c'est un travail énorme. Un film, c'est un travail énorme, fourni. Tout à l'heure sur scène, c'est vrai que j'ai parlé des techniciens, de tous ceux qui travaillent derrière la caméra. J'aimerais que les spectateurs, en fait, vivent et revivent les moments intenses, en fait, de la Révolution et que le film leur parle, pas seulement sur le plan politique, mais aussi à leurs sentiments, parce que pour moi, cette révolution, elle est avant tout une révolution sentimentale. Ouais. Quelques mots justement peut-être, Raja Amari, sur le scénario. Ça se passe justement aux prémices du soulèvement. L'histoire de ce film nous ramène à quelque temps avant le début de la Révolution, au temps où la Tunisie était encore sous Ben Ali, dans cette atmosphère oppressante. Et on suit l'itinéraire de 4 jeunes à travers cette Tunisie-là, et qui essayent de s'en sortir, qui essayent de vivre. Et donc, ils croisent le destin de leur pays, et chacun réagit à sa manière. Je voulais que ce film soit
tout d'abord un hymne à la jeunesse, dans leur énergie, leur dynamique. Et on le voit encore aujourd'hui dans les rues du Tunis, justement dans le festival, toute cette énergie, toute cette belle énergie qui rayonne. Et c'est vrai que cette jeunesse était opprimée, était humiliée. Pour moi, le film est un rappel pour beaucoup qui ont tendance à oublier, le temps de la dictature. C'est vrai qu'on a des nostalgiques et des gens qui remettent en question les choses, des gens qui sont mécontents, voilà, qui attendent plus, des déçus. Donc le film peut nous remettre un peu dans un contexte dont on s'est un peu éloigné. Jeunesse, amour, dites-vous, Raja Amari, il y a un mot aussi qui revient beaucoup dans la société tunisienne, c'est celui d'engagement, engagement politique notamment. Je vous propose de partir à la rencontre de deux élus, deux femmes. Elles sont députées, l'une est issue du parti vainqueur des dernières législatives, Nida Tounès, l'autre est issue du parti arrivé second. Il s'agit d'Anahda, reportage. Elles devront entendre et porter la voix des Tunisiens. Deux femmes opposées à l'Assemblée. Wafa Makhlouf, chef d'entreprise, incarne la jeunesse. Nouvelle députée de Nida Tounès. Meherzia Labidi incarne l'expérience, élue du parti Ennahda, ex-vice-présidente de l'Assemblée constituante. Voici leurs regards croisés sur l'avenir de la Tunisie. Nous héritons de ce système qui a été rongé par la corruption et il faut un temps pour qu'il se rétablisse, qu'il y a, disons, une vraie guérison du système économique et qu'on mette une nouvelle loi d'investissement plus transparente. On va essayer en tout cas de faire du lobbying pour que l'entrepreneuriat soit la clé et la base pour ressortir des problématiques que nous vivons, le problème du chômage. Que l'investisseur tunisien soit rassuré, mais que l'investisseur étranger soit rassuré, qu'il y a la stabilité politique et économique qui les encourage à revenir. La clé aujourd'hui, c'est le PPP, partenariat public-privé. Il y a une loi contre le terrorisme qui a été proposée, mais qui a été pour le moment, je crois, écartée un peu parce que ça a été fait dans la précipitation. Je pense que cette loi est importante à remettre sur la table. Donc il faut le côté sécurité, équipement, entraînement, au côté législatif, la loi contre le terrorisme, mais aussi il faut un autre effort dans lequel participe la société civile. Comprendre pourquoi ces jeunes-là partent. Est-ce qu'ils partent par détresse? Est-ce qu'ils ont des problèmes au sein de leur famille? Et c'est un problème sociologique qu'il faut traiter d'une manière très en profondeur. Et je pense malheureusement c'est un lourd héritage néfaste qu'on a hérité de l'époque du dictateur de Ben Ali. Il a cassé les structures de la culture musulmane modérée de la Zaytouna et il a fait qu'il y a une génération maintenant de jeunes entre la trentaine et la vingtaine qui sont dépourvus de culture religieuse tunisienne. Il faut un gouvernement d'union nationale, mais la balle est dans le camp de Nida Tounès maintenant. C'est une décision du parti qui n'a pas été encore décidée parce qu'il y a une étape. Pour chaque étape, on doit agir d'une manière. Là, on est face à le deuxième tour des élections. Donc, on se concentre sur ce deuxième tour. On a encore le temps de voir après quelles vont être les coalitions. Moi, comme femme tunisienne, oui, je peux dire que dans les textes, nous sommes en avance. Sur plusieurs pays arabo-musulmans et même sur beaucoup de pays du monde. Un des combats que je dois mener ou je vais mener, c'est l'égalité totale entre l'homme et la femme sur les salaires. Il ne suffit pas d'avoir un droit, il faut avoir accès à ce droit et faciliter l'accès à ce droit. Donc les droits de femmes tunisiennes, pour moi, ne peuvent avoir de la vraie valeur que lorsqu'on facilite l'accès de la femme pauvre, de la femme ouvrière dans les quartiers pauvres et la femme rurale à ces droits-là.
Le recul, il n'y aura pas. Parce que les femmes, elles sont là. Des visions différentes, mais proches, ces deux femmes se retrouveront sur les rangs de l'Assemblée nationale, voire peut-être au sein d'un même gouvernement. Danser sinon nous sommes perdus, voilà ce qu'a dit un jour la célèbre chorégraphe Pina Bausch. Danser sinon nous sommes perdus, ça pourrait être aussi le slogan du collectif tunisien Danseurs Citoyens. Il faut absolument que je vous les présente et ça tombe bien, la chorégraphe Malek Sebaï me donne rendez-vous pour assister à leur répétition. C'est pas des moments up and down, c'est je choisis ma transition et une fois que j'ai atteint ma rapidité, je reste dans cette rapidité. Ah là, ça me donnera pas. Comment allez-vous? Ça va? Les danseurs citoyens? Alors, Danseurs Citoyens, c'est né il y a un peu plus de 3 ans après le départ de Ben Ali, Malek Sebaï. Quelle est la raison d'être de ce collectif? D'après l'historique du collectif, c'est en effet un projet qui est né à la suite donc, du départ de Ben Ali. Et c'était un projet principalement qui était destiné à passer sur des supports médiatiques tels que les réseaux sociaux comme YouTube, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un spectacle dans un spectacle. Il y avait à la fois le spectacle qui avait lieu dans la rue, mais il y avait une caméra qui était là pour filmer à la fois le spectacle et la réaction d'un public. Parce que c'était une autre manière de découvrir la rue tunisienne. On était resté dans cette rue tunisienne révolutionnaire avec les images qui étaient très fortes de tous ces gens dans la rue qui criaient des slogans tels que dégage, etc. Ouais. Et tout à coup, on revisitait ces mêmes lieux avec cette même population, clairement, puisque c'est elle qui était la population révolutionnaire, c'est elle qui était dans la rue, qui tout à coup devenait spectatrice. On aurait dit qu'il y avait fait une place nette, en fait, pour laisser la place à quelque chose d'autre, d'exister et de naître dans cette rue qui avait vu passer quand même de la violence, malgré tout, parce que la rue était quand même un espace dans lequel on ne pouvait pas se sentir libre de faire un petit regroupement de 3 personnes était considéré comme une atteinte à la sûreté nationale. Peut-être quelques mots aussi sur la réaction des Tunisiennes, des Tunisiens. On a déjà vu des images de performance du collectif Danseurs Citoyens dans Maghreb Orient Express, sur une place, dans une rue étroite. Il y a des réactions, il y a parfois aussi des Tunisiennes, des Tunisiens qui s'invitent dans la danse. Ils restent quand même spectateurs, ouais. Ce qui est quand même quelque chose que pour les gens qui ont l'habitude du spectacle de rue, le spectateur reste un spectateur. Ouais, ouais. Il comprend la barrière, entre guillemets. Il comprend la barrière et c'est un petit peu plus, à ce moment-là, aux performeurs de respecter l'espace de l'autre. C'est pas le contraire, c'est-à-dire que c'est le performeur qui rentre dans l'espace, un espace public, donc à lui d'être dans le respect, contrairement à un spectateur qui vient, qui a payé son billet, qui s'assoit, parce que nous ne sommes pas dans la boîte noire, on désacralise un petit peu le travail de l'artiste qui sort un peu dont c'est trop où, il est dans sa coulisse, il rentre par l'entrée des artistes, on ne sait pas qui il est, nous spectateurs on le découvre, c'est magique, il rentre dans sa tanière, le spectateur sort là. Ouais. Là au contraire, c'est un petit peu inverser cette vapeur en quelque sorte et utiliser justement tout ce qui peut sembler être des sortes d'accidents ou d'empêchements ou de contraintes. Là, c'est aux danseurs de s'adapter et d'être respectueux en quelque sorte. Respectueux ne veut pas dire
Ne pas le choquer, ne veut pas dire, mais être conscient en tout cas que c'est lui qui s'est invité dans cet espace-là. Alors il y a aujourd'hui lors de cette répétition 2 danseurs qui viennent d'Algérie, de Gigel et de Béjaïa. J'ai presque envie de vous dire, ça y est, ça va devenir Maghreb United, le Maghreb uni, c'est ça, par la danse. Écoutez, si c'était le cas, mais que demande le peuple? Je veux dire, plus nous unirons nos compétences et plus nous construirons soit de nouvelles frontières que nous ferons disparaître, soit vraiment de nouvelles frontières pour chercher de nouvelles formes d'exister, des identités peut-être un petit peu plus... un peu différentes, des identités qui seront moins dans le rejet de l'autre. Je ne sais pas, c'est peut-être des grandes thématiques un peu bateau, mais le fait de savoir qu'il y a des gens en effet qui viennent d'autres pays, ce sont des apports extraordinaires. En plus, ce sont 2 garçons qui sont vraiment de qualité à la fois technique, humaine et d'investissement dans le travail qui méritent qu'on les salue particulièrement pour leur implication dans le travail. Maghreb Orient Express touche à sa fin. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro exceptionnel au cœur de la Tunisie nouvelle. On se quitte en musique et en parole avec Alia Selami. سنحلم سنحلم سنعيش